Wikileaks a 10 ans aujourd'hui, l'organisation qui bénéficie toujours de l'image positive de pionnière dans l'univers des lanceurs d'alerte se voit aussi de plus en plus souvent et de plus en plus ouvertement critiquée dans ses combats, mais aussi à travers la personnalité de son fondateur, Julian Assange. À l'occasion de ce 10e anniversaire, celui-ci intervenait depuis Londres où il est toujours reclus dans l'ambassade d'Équateur. Cyril Sauvageau, bonjour. Bonjour. Julian Assange intervenait dans une conférence qui a été retransmise à Berlin et que vous avez suivie pour nous. On attend du côté de Wikileaks des révélations promettant de perturber l'élection présidentielle américaine, des révélations qu'il va falloir encore attendre un peu. Ben oui, la mise en scène était bien orchestrée, conférence de presse à la Volksbühne, théâtre engagé de l'ex-Berlin-Est, avec donc en duplex de Londres, en vidéoconférence Julian Assange vêtu d'un t-shirt noir barré du mot truth comme vérité. Le fondateur de Wikileaks allait-il frapper un grand coup pour cet anniversaire avec une annonce de grande ampleur? Eh bien non, pas tout de suite en tout cas. J'ai bien lu ce qui se dit sur Internet. Je sais qu'il y a une énorme attente aux États-Unis autour de nos prochaines révélations et nous allons répondre en partie à cette attente. Mais vous comprendrez bien que je ne vais pas faire une annonce majeure qui concerne les Américains alors qu'il est 3 heures du matin chez eux. Rien de concret, nous n'aurons qu'une idée générale des révélations à venir et qui pourrait sortir dès les tout prochains jours. Julian Assange se défend en tout cas de mener un combat personnel contre Hillary Clinton, contre la candidate démocrate à la Maison-Blanche. J'entends dire que nous voulons faire du mal à Hillary Clinton, que je n'aime pas Hillary Clinton. Tout cela est faux. En revanche, est-ce que nos prochaines révélations sont importantes dans le cadre de l'élection américaine? Oui, je le pense. Et qu'elles montrent des aspects intéressants du fonctionnement de la politique aux États-Unis? Oui, je le pense. Wikileaks prévoit de publier des documents chaque semaine d'ici la fin de l'année et pas seulement autour de l'élection aux USA. Julian Assange, toujours très évasif, s'est contenté de citer quelques thèmes à venir, la vente d'armes, le pétrole, Google ou encore la surveillance à grande échelle. Merci Cyril Sauvageau en direct de Berlin pour France Culture. Et bonjour Juan Branco. Bonjour. Invité de la séquence interview de ce journal. Vous avez travaillé avec Wikileaks en tant que conseiller juridique de l'organisation. On l'entend aujourd'hui, on l'a entendu dans le reportage de Cyril Sauvageau. Les critiques qui peuvent se porter aujourd'hui sur Wikileaks peuvent être en partie, et pour certaines c'est le cas, d'ordre politique. Oui, il y a eu une intensification très forte des critiques portées contre l'organisation et Julian Assange à partir du moment où il a effectué des révélations sur le Parti démocrate américain et comment il favorisait l'élection d'Hillary Clinton au détriment de Bernie Sanders, violant ainsi son devoir de neutralité dans le cadre des primaires. Et à partir de là, il y a eu une importante offensive médiatique de la part des proches de Clinton qui a été relayée en partie par New York Times et qui visait à décrédibiliser d'une part les révélations et quand cela n'a plus été possible, à essayer d'associer Wikileaks au pouvoir russe et à Vladimir Poutine. Donc on a entendu des choses d'un certain nombre de journalistes qui étaient assez impressionnantes, y compris par exemple du rédacteur en chef de Bild, qui est le plus grand journal allemand, qui avait traité Julian Assange sur Wikileaks d'agent du KGB, tout simplement. Même si invention de la presse, Juan Branco, uniquement? Sur la question des liens avec la Russie, c'est évidemment une tentative de décrédibiliser les révélations et de recouvrir cela dans un cadre en fait où la Russie est redevenue un ennemi géopolitique quasiment aussi craint que lors de la guerre froide et qui s'étendait d'ailleurs aux liens que Trump avait avec la Russie par le biais de son directeur de campagne. Et donc on a essayé de faire un amalgame de tout cela pour montrer qu'en fait Julian Assange était inféodé à Trump et aux Russes. Éric Chavroux. Vous diriez alors que en fait Assange est l'otage d'une nouvelle guerre froide, c'est ça selon vous? Il y a cette dimension qui est importante. En tout cas, on tente d'en faire l'otage d'une sorte de guerre froide de basse intensité dans lequel on essaie. Il y a une sorte c'est un mécanisme assez classique, c'est-à-dire qu'on commence en fait à faire monter la pression et la tension, et du coup les premières personnes qui en souffrent, c'est évidemment les dissidents et ceux qui, d'une certaine façon, menacent l'ordre intérieur. Quand il y a une menace d'ordre extérieur, les appareils politiques accroissent leur pression sur les dissidents de l'ordre intérieur, et en l'occurrence Wikileaks a été la victime d'une campagne qui était assez massive, parce qu'au-delà des accusations de lien avec la Russie, il y a eu quand même des médias très sérieux qui ont accusé successivement Julian Assange d'être antisémite, d'être un violeur, alors qu'il n'a jamais été accusé formellement d'aucune agression sexuelle. Il est seulement suspecté en Suède. Le viol mineur, c'est la qualification. Viol mineur, dans le cadre d'une procédure dont on sait qui a été initiée juste après la révélation.
sur les télégrammes diplomatiques américains, donc dont on peut suspecter la neutralité, mais aussi d'avoir mis en danger des femmes turques par millions, etc., etc. Donc il y a une sorte d'offensive comme ça coordonnée, dont on sent en fait qu'elle ne s'appuie pas sur des éléments tangibles qui ont été progressivement démantelés. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est que l'information, évidemment, que Julian Assange serait éventuellement un agent secret russe, évidemment, fait la une de tous les médias. C'est quelque chose de très intéressant. Par contre, le démenti et la déconstruction de cette information est extrêmement difficile. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne s'est pas encore attelé, c'est comment réussir à rééquilibrer les perceptions une fois que, par exemple, l'information initiale s'est avérée ne pas être vraie ou en tout cas dénuée de fondement. Mais vous qui l'avez côtoyé directement pendant un peu plus d'1 an, vous étiez à temps plein pour Wikileaks. Comment est-il? Parce que l'ancien porte-parole de Wikileaks avait claqué la porte en disant qu'il était obsédé par le pouvoir. Vous, comment avez-vous vécu Julian Assange? J'ai vécu en fait une expérience d'une très grande intensité et pression. En fait, on est réduit à des moyens de communication très basiques, très difficiles. On se voit imposer un grand secret même sur des éléments très secondaires par peur de contamination sur d'autres éléments. Il faut savoir que c'est une organisation qui s'attaque pas seulement au secret d'État, mais aussi de grandes entreprises qui ont intérêt à la faire fermer le plus vite possible. Et dans ce cadre-là, tout le monde a beaucoup de difficultés à avoir un cours de vie normal. Et il y a beaucoup de difficultés de tout ordre. Et évidemment, une pression énorme qui repose principalement sur sa tête visible, Julian Assange. Et évidemment, ça affecte les relations, ça affecte la capacité à agir de façon normale, sans être biaisé par un certain nombre de facteurs. Mais dans les faits, moi, ce que j'ai vu, c'est que Julian Assange, c'est quelqu'un qui a un esprit extrêmement construit et extrêmement intelligent, qui est pas du tout influençable par soit des théories du complot, soit par des éléments extérieurs, qui a vraiment une rationalité très encadrée. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il ne se fait pas manipuler par des services secrets ou d'autres agents d'État. Lui-même, par contre, serait parfaitement capable de manipuler ou de tenter de manipuler ces services qui chercheraient justement à faire publier des informations à travers son organisation. Et quand les médias traditionnels, en tout cas beaucoup, se sont détachés de Wikileaks et que aujourd'hui on a l'impression que ça marche en circuit fermé, comment vous voyez ça? Comment Wikileaks peut avoir un avenir quand il y a une centaine de rédactions, par exemple, qui s'unissent pour publier les Panama Papers? Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait la rupture de Wikileaks avec les principaux médias traditionnels s'appuie sur une différence d'interprétation de ce que doit être un média. Et Wikileaks considère qu'aucune information ne peut être publiée sans que sa source, qu'elle soit documentaire, enregistrement, etc., soit à son tour publiée. Et à partir de là, on a des médias traditionnels qui ont besoin de publier des informations sans révéler les sources, parce qu'ils ont besoin d'avoir accès au pouvoir, parce qu'ils ont besoin de protéger un certain nombre de conseillers, par exemple, ou de ministres qui doivent dire en off des éléments. Et Wikileaks n'est pas soumis à ces contraintes. Et du coup, ce qu'il appelle en fait un journalisme d'investigation, une sorte d'interprétation du journalisme qui doit être comme une science, c'est-à-dire comme un article scientifique. Toutes les sources, toutes les données doivent être publiées en appui aux assertions qui sont faites. Merci Juan Branco avec Éric Chavroux.